Bonjour à toutes, bonjour à tous. On continue de parler immobilier et de plus spécifiquement de crédit immobilier. Vous avez peut-être connu l'époque où on pouvait investir dans l'immobilier avec ce qu'on appelait un crédit à 110%, c'est-à-dire que on pouvait financer même les frais de notaire et donc euh, faire l'acquisition d'un bien immobilier avec 0 euros. On va voir dans cette vidéo si en 2023 c'est toujours possible. Et peut-être que vous l'avez compris, mais ça l'est de moins en moins. J'ai pas dit que c'était impossible. On va voir tout ça dans la vidéo. Alors la remontée des taux continue de bloquer les acquéreurs en quête d'un prêt immobilier. L'apport personnel représente plus que jamais le nerf de la guerre pour les emprunteurs. Donc on a déjà une partie de réponse à la question que je posais en introduction. Mais comment le constituer, cet apport, maintenant qu'il en faut un? Et quels sont les montants exigés pour faire passer votre dossier? C'est Christelle Tadjian, que l'on salue, qui a rédigé cet article sur le journal, l'excellent journal Les Échos, qui me sert de base pour vous trouver du contenu tous les jours qui vous apporte de la plus-value dans votre patrimoine. Alors, l'équation reste encore compliquée à résoudre pour les ménages en quête d'un prêt à l'habitat, en particulier pour les primo-accédants. On va en parler, j'imagine, en dessous, mais il n'y a pas que les primo-accédants, il y a aussi les multi-investisseurs. La remontée des taux continue de rogner leur capacité d'emprunt, entraînant une chute de la production de nouveaux crédits. Selon les calculs du courtier Vous Financez, un couple disposant de 4 200 euros de revenus nets mensuels pouvait encore emprunter 300 000 euros avec un taux à 1% en 2021. J'ai envie de dire, ça c'était la belle époque, l'époque dorée. Emprunter à 1%, c'était quand même un truc de fou. Et tout ça sur une durée de 20 ans. En 2023, ce même foyer ne peut désormais prétendre qu'à un prêt de 248 700 euros pour donc un taux à 3%. Donc on a donc perdu en l'espace de 2 ans pour le même montant d'emprunt. On a perdu donc 50 000 euros à cause de cette remontée des taux. Les établissements prêteurs ont moins de marge de manœuvre qu'il y a un an car ils se refinancent eux aussi à des taux plus élevés. Dans ce contexte, les banques sont plus frileuses et plus exigeantes sur le profil des emprunteurs. On entend même que les banques ne prêteraient que aux bons clients. Alors ça, j'espère que c'est faux, mais voilà, c'est mon optimisme naturel qui me joue peut-être des tours. Les banquiers sont des gens bien et je ne pense pas qu'ils se lancent dans des pratiques telles que celles que je viens de vous décrire. Ils s'occupent de tout le monde et pas seulement de ceux qui ont de l'argent, n'est-ce pas, messieurs les banquiers? Pour rajouter à cette toile de fond déjà peu réjouissante, les prix d'immobilier semblent engagés dans un cycle de baisse en pente douce, ce qui pourrait paraître favorable aux acheteurs à première vue. Mais ces ajustements de prix ne sont pas assez significatifs pour compenser la hausse du coût du crédit. Pire encore, le mouvement de correction sur le marché de l'ancien incite les établissements de crédit à se montrer encore plus vigilants. Avec des prix immobiliers actuellement orientés à la baisse, les banques considèrent que le risque de non-remboursement des crédits est plus élevé, car en cas de revente contrainte, donc on parle souvent de décès, de divorce, etc., la vente du bien pourrait ne pas couvrir le capital restant dû, explique Sandrine Alonier, porte-parole du courtier vousfinancez.com. Car on le sait bien, les banques ne prennent aucun risque et elles ont bien sûr raison de se protéger. Ceci dit, on paye des assurances pour ça, afin de mettre toutes les chances de son côté, l'apport personnel constitue plus que jamais un levier précieux pour boucler son plan de financement. Alors l'apport personnel. Quel est le montant d'apport exigé aujourd'hui? Vous avez tous entendu du fameux 10%. On va voir si c'est toujours le cas en avril 2023. Donc il n'y a pas de loi qui impose un apport personnel ni un montant minimum. Cette somme d'argent reste néanmoins une garantie requise pour la plupart des organismes prêteurs. L'apport sert en principe à couvrir le montant des frais associés à la transaction, c'est-à-dire les frais de notaire, donc ce qu'on appelle plus communément les droits de mutation. Et la petite précision habituelle, on parle souvent dans l'ancien de 8% de frais de notaire, mais c'est une mauvaise appellation, puisque les notaires, sachez-le, retenez-le, vous allez être surpris, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, mais se rémunèrent à hauteur de 0,6% du montant de la transaction. Tout le reste
ça part en droits et taxes. Voilà. Et donc, en plus de ces droits de mutation, qui incluent les frais de notaire, et donc, parenthèse dans la parenthèse, si vous avez 2 notaires, eh bien, les notaires vont se partager ces 0,6%, 0,3 chacun. Et donc, en plus de ces droits de mutation, il y a les frais de garantie, caution ou hypothèque. Donc, tous ces frais sont censés être couverts maintenant par cet apport. Il est censé donc être égal au moins à 10% de la somme empruntée. Mais ce qui constituait la norme lorsque le crédit coulait à flot est devenu insuffisant aujourd'hui pour faire passer son dossier. Pour Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Taux, on ne peut pas parler de nouvelles exigences des banques. Il s'agit plutôt d'un effet purement mécanique lié au fait qu'elles prêtent moins. Il faut donc être capable d'apporter plus. Et ça pose problème parce que dans une stratégie patrimoniale long terme, ce que j'explique à longueur de rendez-vous, c'est que je préconise plutôt très largement de conserver son épargne, donc son cash, pour l'injecter dans tout ce qui est assurance vie ou bourse, dans ce que j'appelle plus communément le pilier financier, et d'aller chercher le crédit, le levier de la dette, le levier du prêt, l'argent du banquier pour acheter votre immobilier, que ce soit de la pierre ou des SCPI. Dans le contexte actuel, les établissements prêteurs réclament un apport supplémentaire, une épargne de précaution qui peut représenter 6 à 8 mois de mensualité de crédit. Donc pour faire face à des dépenses imprévues ou en cas de coup dur. Résultat, au global, on est plutôt autour de 20%. Donc ça, c'est une information en ce moment, en avril 2023. Les banquiers peuvent demander jusqu'à 20% d'apport. C'est énorme. Et donc c'est Sandrine Alonier qui nous l'explique. Et elle est plutôt bien placée puisqu'elle travaille chez le courtier Vous Financez. Ces observations sont également corroborées par Empruntis. Donc c'est confirmé. Au premier trimestre 2023, le taux moyen d'apport, tout profil confondu, était de 19,8% contre 15% à la même période de 2022. Pour les emprunteurs passés par l'intermédiaire du courtier, précise Cécile Roquelaure, directrice des études chez Empruntis. Avant la pandémie, au premier trimestre 2019, ce taux s'élevait à 12%. Alors, est-il encore possible d'emprunter sans apport? Ça, c'est la question qu'on se pose. Donc, souvent, on se dit que non. Eh bien, on va voir que oui. En fait, c'est toujours possible. On va voir surtout où. Obtenir un prêt immobilier sans injecter de l'argent frais revient à faire financer son bien à 110%. De l'avis des professionnels, il est devenu quasiment impossible d'emprunter sans apport. De façon très marginale, il est encore parfois possible de tirer son épingle du jeu dans certaines agglomérations, juge Empruntis. C'est le cas par exemple en Occitanie, c'est chez moi. Montauban, non, mais Montpellier, oui, puisque je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, je suis en dessous de Montpellier, à la Grande Motte. C'est aussi possible sur Agen, où il est parfois possible d'emprunter sans apport auprès de petites franchises, remarque le courtier. Donc si vous avez des besoins, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Peut-être que je pourrais vous aider dans votre projet. Enfin, pas moi personnellement, mais les contacts que j'ai comme courtier. Ce sont des villes où les prix sont en progression et où la demande reste très forte avec des bassins d'emploi dynamiques, détaille Cécile Roquelaure. Au premier trimestre, tout type de projet confondu. 17% des dossiers ont été financés sans apport en centre Val-de-Loire, 15% en Nouvelle-Aquitaine et 5% en Occitanie si l'on se base sur les dossiers traités par Empruntis. Donc oui, il n'y a pas que en Occitanie, c'est encore mieux du côté du centre, Val-de-Loire. Et c'est très bien aussi en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est toujours possible. C'est un peu toujours la même musique. Ne vous arrêtez jamais au premier nom. Donc il faut se battre, il faut aller voir plusieurs banquiers, plusieurs courtiers. Et généralement, si vous avez les bons contacts, et là pour le coup le réseau est très important, le bouche à oreille est très important, eh bien il va vous sortir le dossier. Donc n'abandonnez jamais, comme on dit. Comment constituer son apport? Ça aussi c'est une autre question. Une fois qu'on a compris que on ne pouvait pas passer à côté, on va constituer cet apport en se servant de quelle épargne? Eh bien, donc, on a plusieurs sources à notre disposition. Il est possible de piocher dans ces livrets réglementés, livret A, livret de développement durable et solidaire, les contrats d'assurance vie. Oui, effectivement. Donc, bon, si vous l'avez constitué pour faire votre retraite, c'est pas du tout conseillé quand même, parce que ça veut dire que vous démontez votre retraite. Mais ce qui est important et notable comme information, c'est que, contrairement à ce que l'on croit souvent, l'argent sur l'assurance vie n'est pas bloqué. Et si vous en sortez, vous ne paierez, vous n'aurez de la fiscalité que si vous avez fait une plus-value.
Fiscalité sur la plus-value, je répète, et pas sur le capital. Hein. Donc, on entend beaucoup de choses à ce sujet-là. Il faut bien avoir conscience. On peut sortir son argent quand on le veut, et d'autant plus facilement que votre contrat, s'il est neutre ou négatif, eh bien vous n'aurez aucune fiscalité. On peut aussi le sortir, bien évidemment, de son PEL ou de son CEL, compte épargne logement. L'épargne salariale peut aussi être une piste. Hein, tout ce qui est participation, plan d'épargne d'entreprise, PER collectif, PERCO, l'acquisition de sa résidence principale étant considérée comme un cas de déblocage anticipé. Et oui, effectivement, ça depuis 2019 et le PER, vous pouvez sortir votre épargne pour faire l'acquisition de votre résidence principale, mais attention, l'année du déblocage des fonds, vous allez être imposé à votre tranche marginale d'imposition. Donc ça, c'est une solution de dernier recours, j'ai envie de dire, mais à éviter parce que ça va engendrer de la fiscalité, surtout si vous êtes dans la tranche minimum 30%, voire plus. Là, ça peut faire des sommes énormes l'année où on débloque. La solidarité familiale peut aussi entrer en jeu. Les sommes issues des héritages, des donations ou des dons manuels peuvent être mises à contribution. Effectivement, hein, donc plutôt que d'attendre une fin de vie pour transmettre son patrimoine, il est plutôt intelligent de faire des donations de son vivant à ses enfants ou à ses petits-enfants, parce que c'est peut-être à ce moment-là qu'ils en auront le plus besoin pour acquérir leur résidence principale. Les fonds issus de la revente d'un bien immobilier permettent aussi de constituer son apport. Et oui, les fonds issus de la revente, il faut revendre. Hein, donc pour revendre, il faut en avoir un déjà. Donc, et si ce n'est pas le cas, eh bien, achetez votre premier bien. Pour ceux qui ne le savaient pas, donc, dans mon parcours d'investisseur immobilier, j'ai investi 13 fois dans l'immobilier sur une vingtaine d'années. Hein, et bien évidemment, à un moment donné, je n'ai pas eu les 13 biens en même temps en tant que propriétaire, mais j'en ai revendu, racheté, etc., etc. Parmi les pistes moins courantes, il est possible de demander une avance de prime ou de la part variable de son salaire à son employeur. Donc là, effectivement, c'est plutôt à la marge. Hein. Ces quelques milliers d'euros vous permettront peut-être de gonfler un peu votre plan de financement, mais cela peut aussi s'avérer à double tranchant. Votre banquier pourrait aussi y voir le signe d'une mauvaise gestion ou d'un effort d'épargne insuffisant. Effectivement, bon, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais conseillé. Ça, je ne ferai pas. Dans tous les cas, veillez à soigner vos finances dans les mois qui précèdent votre demande de crédit. Alors ça, c'est effectivement incontournable. On va voir ce qu'elle nous dit. Il est également très important de garder une épargne de sécurité et de ne pas la consacrer entièrement à son apport personnel. Donc ça, c'est des erreurs que j'ai commises quand j'étais plus jeune. Hein, mais quand on veut l'appartement, parfois on n'a pas le choix. On va rechercher son épargne de sécurité. On la reconstitue bien sûr dans les mois qui suivent. Mais en tout cas, il m'est arrivé d'aller la chercher, cette épargne de sécurité, pour faire l'acquisition du bien que j'avais trouvé. De quoi pénaliser donc un peu plus les jeunes emprunteurs qui n'ont pas toujours les marges de manœuvre suffisantes. Enfin, pour financer partiellement leur achat immobilier, les emprunteurs peuvent aussi actionner le levier des petits prêts aidés, tels que le prêt à taux zéro ou le prêt Action Logement, lorsqu'ils sont éligibles. J'ai même des amis, des clients, je ne citerai pas de nom, qui ont utilisé le prêt conso pour faire sortir leur projet. Voilà, donc quand on le veut vraiment, il y a toujours une solution. Mais les banques ne les considèrent pas comme de l'apport personnel. L'établissement prêteur, prendre ces différents crédits en compte, prendra, je l'imagine, ces différents crédits en compte lorsqu'elle calculera le taux d'endettement de l'emprunteur. Et oui, effectivement. Depuis le 1er janvier 2022, le HCSF a décrété que ce taux d'effort ne doit pas dépasser les 35%, ça on le sait, maintenant c'est ancré. Banquiers et courtiers plaident depuis plusieurs mois pour davantage de souplesse. De son côté, Bercy s'interroge sur les mesures qui pourraient redonner de l'air au marché immobilier et aux futurs acquéreurs. Merci Christelle Tadjian pour cet article extrêmement intéressant. Hein, donc en conclusion, eh bien, le montant de votre apport est pas du tout de 10% en ce moment, mais plutôt autour de 20%. Hein, donc ça, intégrez-le bien pour vos projets actuels. N'allez pas trop chercher non plus sur votre épargne de sécurité parce que voilà, pour la constituer derrière, c'est plutôt assez long. Hein, et donc si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, bon, si vous avez trouvé l'appartement ou la maison de vos rêves, écoutez, donc là, il n'y a pas de... Je dirais, il n'y a pas de sujet, mais donc si vous avez envie d'investir, c'est peut-être un peu de patience dont il faudra faire preuve et donc attendre plutôt que ça redevienne intéressant au niveau des taux. Voilà, je vous rappelle que investir dans l'immobilier, c'est aussi la possibilité d'investir dans des SCPI. Les SCPI sont finançables aussi à crédit. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, sachez que ça vous génère une rentabilité entre 5 et 7% net de charges et de taxes avant une fiscalité qui ressemble à celle des revenus fonciers, mais qui peut être allégée
Donc ça, je l'explique en rendez-vous ou en formation. Je vous mets également dans la description de cette vidéo les différentes informations concernant les contacts et les possibilités de courtage, d'avoir recours à mes contacts pour faire sortir vos dossiers. Voilà, voilà. À très bientôt et bonne fin de journée.